Bonsoir à tous fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous à la une de cette édition. Le Cameroun, la crise dans la nation. Le Cameroun plongé dans la tange, les résultats des élections présidentielles ne sont pas du tout attendus d'ici peu. En tout cas, pas avant 15 jours à compter du jour de scrutin. Faut-il déjà dire que ce pays avance vers un chaos total, puisqu'en fait, vous allez le constater d'ailleurs, des irrégularités. L'opposition qui annonce sa victoire, puisqu'elle se dit déjà gagnante de ces élections contre Paul Biya. Le gouvernement à son tour met en garde et menace certains leaders de l'opposition pour ces actes qualifiés d'illégaux. Paul Biya est-il prêt à lâcher le pouvoir? Chose incertaine. Peut-on déjà dire que le Cameroun, l'avenir du Cameroun de quelques jours qui viennent se trouve dans une catastrophe dans le train? Voici ces images. Que nous avons affaire à certains candidats qui participent au processus électoral et qui paradoxalement ne veulent pas respecter les règles démocratiques. Je considère que les déclarations de M. Paul Eric Kinge, je les considère comme un casus belli contre l'ordre établi et les institutions républicaines. En conséquence, il répondra le moment venu de ses propos. Et je dirais de même que M. Maurice Kamto sera comptable des propos tenus par son directeur de campagne ce jour à Lonkak, leur quartier général. En ce qui concerne la proclamation des résultats, le MINCOM l'a dit, seul le Conseil constitutionnel est habilité à les proclamer. Tous les acteurs sont obligés de respecter le verdict des urnes tel que proclamé par le Conseil constitutionnel. En cas de contestation éventuelle, il y a des voies légales qui sont prévues. En dehors de ces voies légales, aucun candidat n'a le droit de s'autoproclamer vainqueur ou d'engager des manifestations dangereuses qui sont de nature à perturber l'ordre public. Regardez comme vous êtes beau. On parle également ce matin des 18 recours déposés auprès du Conseil constitutionnel par les candidats à la présidentielle de 2018, qui comptent pour les uns l'annulation totale de ce scrutin et le professeur Maurice Kamto qui souhaite une annulation partielle dans 7 des 10 régions du Cameroun, lui qui revendique toujours sa victoire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 12 octobre 2018. On va commencer par installer le panel comme chaque matin. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 10 octobre 2018, 11 octobre 2018, 12 octobre 2018. Monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Bellam Bella, porte-parole du chef de l'État pour la circonstance, dites-nous, ça fait 3 jours qu'on fait le pied de grue dans les différents aéroports du Cameroun, attendant nos sœurs du Koweït. Dites-nous, elles sont où? Après les faux observateurs, les faux mensonges, les fausses déclarations, assumez au moins vos paroles, s'il vous plaît. On est à l'aéroport, on attend. Et là, j'ai une pensée pour Florazé qui était tout angélique ce jour-là, en estimant qu'il y avait espoir, corps à patrie, ces jeunes femmes qui souffrent au Koweït. Nous sommes le 12 et pas l'ombre d'un commencement de rapatriement de ces Camerounaises au Cameroun, elles qui sont au Koweït. On avait dit à l'époque que la meilleure chose, la meilleure intention aurait été de faire immédiatement le transfert et que ce renvoi au 10 octobre était une façon pour nous dire, écoutez, il y a élection présidentielle, on va faire tout pour vous appâter, pour vous amadouer, pour vous mentir, et après on verra. Nous sommes le 12 octobre et on fait, vous avez dit quoi, le pied de grue? Le pied de grue. Nous sommes à l'aéroport. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est le gouvernement comme il se porte dans ses incongruités, ses incohérences et ses différentes déclarations qui au final ne se matérialisent pas et on le voit très bien pour ce cas précis. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant?
Florazé est également sur ce plateau. J'ai annoncé les couleurs il y a un instant. Bonjour Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Hier, en tout cas 24 heures, une fois après son enlèvement, le maire de Kumboutou a été donc relâché. On n'en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On rappelle que c'est une information qui a affecté le parti SDF et que c'est la première fois qu'un cas palpable se déroulait au sein même de cette formation politique. On aura encore d'autres informations en complément à partager avec vous pour revenir sur le buzz, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eric Fopoussi, lorsqu'il sera 11h passées de 6 minutes. Et donc on va revenir peut-être sur cette affaire de la conférence de presse manquée. D'ailleurs, c'est une violation grave de la constitution camerounaise. On rappelle que le MRC comptait évidemment continuer à marteler sa vérité à elle, cette revendication de la victoire. Et il y a l'information quand même qui est tout à fait claire, c'est que le Cameroun est un pays africain et le Cameroun pour la cause a ratifié la CADEX, c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée par le Cameroun en 2012, qui fixe les conditions d'élections transparentes dans les différents pays africains. Et c'est sur ce que se fonde dans le recours du professeur Maurice Kamto, parce qu'une disposition comme celle de l'article 115 du Code électoral n'est pas en conformité avec les dispositions d'équité de la CADEC. Donc lorsqu'on dit que le procès verbal de l'ECAM fait foi, c'est clairement en porte-à-faux avec un instrument international, un mécanisme africain que le Cameroun a ratifié en 2012. Et donc, de ce point de vue-là, on attend que le Conseil constitutionnel se prononce si le Conseil va rester dans l'inconstitutionnalité du Cameroun ou si il va respecter l'article 57 de la Constitution qui veut que les éléments de droit internationaux soient supérieurs aux normes internes du Cameroun. On verra très bien, c'est un coup de pression qui est mis ainsi sur le Conseil constitutionnel pour voir si le Conseil va dire le droit en matière électorale comme on l'espère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mort, du décès prononcé du service courrier dans ce pays. Peut-on encore parler du service courrier, monsieur Fopoussi? Certainement, vous vous posez la question de savoir, est-ce que ça existe encore? Oui. Eh bien, permettez-moi de vous dire oui. D'ailleurs, les services courriers au Cameroun s'occupent un peu de tout. Transfert d'argent, vente de la presse, vente des livres. Bref, il faut un peu de tout pour se maintenir. Que devient donc le service postal après la crise postale survenue en 2005 au Cameroun et l'arrivée à l'invasion des réseaux sociaux? Ne faudrait-il pas repenser la poste au Cameroun? Oui. Trop de postes. Poste centrale à Yaoundé, la poste de Bonandior, la poste de Daido. À une époque, on ne vivait, ne pensait, ne réfléchissait que par rapport à la poste. Comment comprendre qu'avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, la poste au Cameroun a perdu ou perd de plus en plus sa clientèle? Comment comprendre cette perte de crédibilité et forte concurrence des autres services que connaissent désormais les services courriers dans ce pays? Savez-vous que 140 entreprises et services postaux exercent dans la clandestinité au Cameroun? Que devient donc la première, comme on dit chez nous, celle qui était là aux premières heures? Quelle crédibilité le personnel donne-t-il encore à ce jour? Savez-vous que l'ensemble des employés de la poste semblent être tous atteints par la maladie du sommeil, tellement leur somnolence sur les chaises de leur bureau est visible parce qu'ils attendent impatiemment les clients? Deuxième information, Eric Fopoussi, pour ce vendredi. La toute première, on parle de cette sortie controversée du MRC. On rappelle quand même que c'est la 3e conférence de presse. Déjà depuis lundi dernier,
avec des clarifications également qui ont été faites au cours d'une conférence donnée hier au domicile de l'ancien, voilà, merci, Mbobok Bengane, de l'ancien dignitaire du RDPC Albert Nzonga. À l'absence de Maurice Kamto, on le rappelle, et maintenant l'ancien bâtonnier Yondobla qui est revenu certaines indications et qui a demandé aux Camerounais de ne pas se laisser distraire par certaines manipulations. On rappelle une fois de plus que cette conférence a donc eu lieu au sein du domicile privé d'Albert Nzonga et qui est donc venu clarifier un certain nombre de choses. Et tout de suite, la presse, les médias, les réseaux sociaux se sont encore emparés de cette information. Éric Fopoussi qui remet encore au goût du jour le MRC et certaines revendications déjà qui sont courues depuis la veille après le 7 octobre dernier, date du scrutin au Cameroun, avec pas mal de revendications qui ont été faites par ce parti politique. D'accord, ok. Je vais vous faire... cher Labé, je commence par vous, parce que on est là en plein dans le contentieux post-électoral et les acteurs se mettent en mouvement. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Alors, monsieur Éric Fopoussi, il faut dire que juste après l'émission d'hier, j'ai essayé, au vu des messages qui parvenaient sur les réseaux sociaux, ne pas me contenter de les lire et d'aller vivre. Il faut dire que l'événement devait se passer, si mes souvenirs sont exacts, chez M. Maître Yondobla. Oui. Après, ça a été déporté, M. Maître Yondobla, pour ce... Albert Zongan. Donc, de deux, l'axe où je suis arrivé, j'ai trouvé un fort déploiement de forces de maintien de l'ordre. Et je me suis posé une question, la question de savoir quelle était la raison de ce fort déploiement de forces de maintien de l'ordre. Oui. Y avait-il de l'huile sur le feu pour qu'on puisse déployer? Bon, il fallait que je me rapproche, je me suis rapproché, je me suis rendu compte que c'était la presse, c'était des membres de la presse qui étaient chez Albert Zonga avec quelques, comment on va dire, avec quelques politiques, notamment Zonga. J'ai vu l'un des soutiens du MRC, Wilfried Kanga, j'ai vu en plus de Maître Yondobla, j'ai vu des avocats, bon, bref, des militants qui étaient là pour essayer de discuter. La deuxième chose, c'est que les forces de l'ordre qui sont rentrées à la fin. Déjà bien, parce que la réunion était déjà terminée, ça il faut le préciser, au moment où ils sont rentrés. Donc c'est une violation de domicile d'un, monsieur il faut possible. Pourquoi je dis violation de domicile? Parce que le représentant du préfet, ou je pense le préfet ou sous-préfet qui était là, le commissaire qui était là, parce qu'il y a un commissaire, je pense aussi un commandant qui était présent, n'ont à aucun moment présenté un document administratif officiel les autorisant à violer, à pénétrer dans le domaine de M. Albert Zonga, qui lui-même s'est targué de dire en ses hommes en tenue que lui, il est là, il est un homme politique, il a invité les amis chez lui pour parler de politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense véritablement que actuellement, le camp d'en face a peur, soit que certains éléments soient mis au vu et au su de tout le monde, ce qui les pousserait même aussi à violer la loi, parce que tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, personne ne peut le faire. Soit ils ont peur que ce soit des déclarations, des déclarations incendiaires, peut-être de celles de lundi, qui continuent à conforter la position du candidat Maurice Kamto, auquel il est le vainqueur de cette élection. Donc moi je pense que de cas, soit c'est un sentiment d'apaisement. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir de l'huile dans le feu? Je pense qu'il faudrait prendre la peine d'écouter, soit rencontrer les différents candidats, avoir la mouture de ce qu'ils tiennent forcément à communiquer à la presse, savoir ce qu'ils veulent communiquer. Tant que cela n'est pas fait, investir comme ça, je pense que c'est encore en violation des droits. D'accord. En tout cas, on voit très bien là où se trouve la force de l'expérience. On va le dire très clairement. Oui, c'est force. Oui, et la force de l'expérience, ça veut dire que pour le cas précis de Maurice Kamto, il semble avoir pris conscience de ce qui s'est passé dans les précédentes échéances électorales et il semble affiner sa stratégie sur cette base-là. Lorsqu'on observe depuis lundi ses prises de position, lorsqu'il dit que le pénalty a été marqué, il fait bien
attention à ne pas prononcer des termes qui vont le mettre en porte-à-faux avec la loi. Cette précaution qu'il prend ouvre une brèche dans le camp d'en face qui dit que Maurice Kamto a clairement violé la loi, et donc on nous sort un article. Les Camerounais sont désormais très affûtés en termes de code électoral. Ils sont allés voir ce que dispose le code électoral et sont donc allés lire l'article 113 qui fait mention du dépouillement public. Donc là, c'est le professeur Kamto qui permet aux gens de dire « Ah bah, c'est qu'il l'a fait ». Effectivement, il se basait sur l'article 113 qui prévoit le dépouillement public. Alors, une fois qu'il l'a fait et que on n'a pas pu l'attaquer sur le plan légal et qu'on a constaté que sur le plan légal, il avait une brèche pour se prononcer comme il a fait. On a rapidement sorti Transparency International, un faux Transparency International qui, au final, est venu nous dire que l'élection s'est passée dans les règles de l'art. Je préfère insister sur le thème règles de l'art. Et donc, rapidement, après cette bourde-là, après cette bévue, cette lourde bévue qui, dans un pays normal, aurait débouché sur des démissions en cascade dans un pays démocratique normal, puisque lorsqu'on vient mentir au peuple comme ça, on doit bien en subir les conséquences. Mais comme le Cameroun est une curiosité, on ne va pas s'apaisantir là-dessus. Il y a eu cette annonce en fanfare et en grande pompe de cette commission de recensement général de vote. Ici, d'ailleurs, on se félicite, c'est que elle se soit réunie de manière aussi prompte, aussi rapide. La célérité avec laquelle elle s'est réunie nous a interrogés. Et donc, on a vu ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a anticipé sur ce que Maurice Kamto a dit lundi. Et donc, on nous apprend depuis hier qu'il y a eu des recours, 18 recours, dont des recours en annulation partielle. Et c'est donc où intéresse cette conférence de presse censée clarifier les positions. Mais sauf que là, le camp Maurice Kamto jusque-là n'a pas encore dévoilé ses cartouches. Et donc là, ce matin, on nous sort la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance que le Cameroun a ratifiée en 2012, laquelle charte donc est au-dessus des lois internes au Cameroun, et donc la Constitution, plus au Cameroun, en l'article 157 de la Constitution, dit bien que les traités que nous prenons à l'international sont au-dessus de notre Constitution. Donc si on a une Constitution qui prévoit ce que le code électoral prévoit, et que ce code électoral-là n'est pas en conformité avec la CADEC, le Conseil constitutionnel, qui est garant de la constitutionnalité de nos lois, doit se prononcer si, oui ou non, cette disposition qui dit que le procès verbal de l'ECAM fait foi est donc conforme à la constitution camerounaise et in fine conforme à la CADEC. Donc c'est un feuilleton, comme je vous l'ai dit depuis lundi, juridico-politique qui est loin d'être terminé. Et rappelons que depuis hier, le département d'État américain a fait un communiqué et a demandé de publier les résultats à travers les PV des bureaux de vote après PV des bureaux de vote. Donc, on va observer ce qui va se passer. Les jours à venir seront très passionnants pour ce pays. Ça montre que de plus en plus notre culture démocratique s'affine, la maturité s'affine, l'état de droit s'impose à tous et à chacun, et on verra. N'oubliez pas que vous avez deux barons de l'international qui sont côte à côte, Akeremouna, Maître Akeremouna et Maurice Kamto. N'oubliez pas que parmi les deux, il y a un acteur de 92 qui a vécu le scénario de 92 de bout en bout, qui sait comment tout s'est passé et qui, rappelez-vous lors de sa dernière sortie, lorsqu'il disait que le SDF avait remporté la victoire en 92, mais l'avait volontairement laissé, avait dit qu'il détenait des informations qui seraient mises à la disposition du public. Donc vous voyez que cela ne sont pas loin, ce scénario. Donc il n'est pas exclu que si le Conseil constitutionnel déboute les recours du professeur Maurice Kamto, qu'il pourvoie à la Cour africaine des droits de l'homme, et il finit pourquoi pas à l'ONU dans les affaires internes. Non, on ne peut pas parler de non-ingérence ici. Si les Nations Unies, que je condamne, parce qu'en fait c'est les Nations Unies qui nous mènent dans cette situation rocambolesque, on aurait pu résoudre, il n'y aurait pas eu de problème anglophone aujourd'hui si les Nations Unies avaient respecté ses propres dispositions. Donc en fait, et là, la politique
c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Je souhaite que nos opposants utilisent les trois voies. C'est-à-dire que nous sommes maintenant sur le plan purement technique du droit, qu'ils aillent jusqu'au fond et en y ajoutant le plan diplomatique. Donc ce n'est que comme ça que nous allons enlever, j'allais dire, ce régime qui fait obstruction à la démocratie. Bon, c'est pas nous dire qu'on va... Non mais attendez, alors, vous avez parlé des faux observateurs. Oui. Il y avait les faux observateurs en 92. Voilà. Nous sommes censés être neutres. Nous ne sommes pas en train de parler de conseil constitutionnel. Même c'est la neutralité, mais il y a des faits. Monsieur, il faut poursuivre. Mais vous trouvez ce silence normal du gouvernement par rapport à ces faux observateurs? Non, ça peut être leur stratégie. Comme je disais, ça peut être une stratégie, on n'entre pas dedans. Absolument. C'est un combat politico-juridique qui s'engage là-dessus. Les armes politiques seront à utiliser, les armes juridiques tout autant. Alors je voudrais dire, pour ceux qui parlent d'ingérence, d'aller lire l'article 57 de la Constitution du Cameroun. L'article 57 de la Constitution du Cameroun qui prévoit que les traités et accords internationaux sont au-dessus de nos lois internes, y compris la Constitution camerounaise. Le Cameroun a choisi de prendre le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques, le décret est en dessous de la loi est en dessous de la Constitution est en dessous du traité. Donc, sur ce principe-là, la bataille qui s'annonce sur le terrain juridique, parce que pendant que le gouvernement attendait le professeur Maurice Kamto sur le terrain de la rue, lui, il voyait plutôt son combat sur le terrain juridique et pas de la rue. Donc, sur ce coup-là, il faut bien décoder ce qui se fait à travers les actes que font les uns et les autres dans ce qu'on peut appeler la crise. Ça va durer le temps que ça va durer, mais il faudrait que le droit triomphe sur le faux. C'est tout. Voilà. Maintenant, si cet organe ne veut pas et s'inspire seulement, ou alors fonde son raisonnement sur le fait que c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi, là, comme citoyen, je vais lui dire que mais non. Ça, il y a quelqu'un d'autre au-dessus de la Constitution du Cameroun qui dit que si on le fait, ça veut dire qu'on n'applique pas le droit. Là, le droit, juste parce que parce que celui qui est au-dessus de la Constitution du Cameroun dit que ça ne doit pas se faire comme ça. Et le Cameroun qui a ratifié lui-même, parce que c'est pas que parce qu'il faut qu'on parle de l'ingérence, c'est pas l'ingérence. Le Cameroun lui-même a ratifié cette charte. Mais nous avons une preuve palpable. Voilà. À notre époque, le budget du Cameroun allait de juillet à juin de l'année prochaine. Ouhada vient nous dire, me dit, monsieur le chef d'État, arrimez le budget de votre État à l'année civile. Tout le monde part du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce qu'on a demandé l'avis de quelqu'un? Vous avez ratifié, dit oui. Prochainement, l'année fiscale commence le 1er janvier et se termine au 31. Bonjour Samantha Ramsamy, vous êtes sur place à Yaoundé, vous avez suivi l'élection pour RT France. Le dépouillement va durer un peu de temps, semble-t-il. Oui, le dépouillement est toujours en cours et il devrait continuer encore plusieurs jours puisque la Cour constitutionnelle a 15 jours très exactement pour déclarer les résultats. Je suis justement avec le ministre de la Communication, Monsieur Issa Chiroma Bakary. Merci d'accepter de réagir en direct sur RT France. Alors d'abord, pourquoi ces délais aussi longs pour ce dépouillement et la déclaration des résultats? D'abord, c'est une disposition constitutionnelle que le gouvernement, que l'ECAM est tenu de respecter. C'est probablement en raison de l'étendue et de la difficulté que l'on pourrait rencontrer pour accéder à certains endroits. Il fallait donc allouer le maximum de temps nécessaire pour que des chances égales soient données à tous les compétiteurs. Il y a des endroits qui sont accessibles par la pirogue, il y a des endroits qui sont accessibles plutôt par pied, à pied plutôt. Et bien voilà, il faut donc tenir compte de toutes ces contraintes-là pour que des chances égales soient données à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de revendication par la suite. Paul Biya, il brigue un 7e mandat consécutif. Il a 36 ans, il cumule 36 ans de pouvoir quand même, ce qui veut dire que 80% des Camerounais n'ont connu que lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas passé la main? Pourquoi voulez-vous qu'il passe la main dès lors que cette élection est organisée de manière libre et équitable? Le président Biya a pris part à une compétition où ils étaient à 9. L'un des candidats avait moins de 40 ans.
Vous avez donc de moins de 40 ans jusqu'à 85 ans l'âge du président Biya. Il est donné donc à la nation camerounaise la possibilité de choisir lequel de neuf est le plus apte à présider aux destinées de notre nation. Le fait de son âge et de la durée ne sont pas rédhibitoires aux yeux de la Constitution. Alors, le président Biya, je vous annonce que, enfin, peut-être qu'en ma qualité de ministre de la Communication, je n'aurais pas dû peut-être le dire, mais enfin, toutes les gammes de possibilités, cette gamme-là, elle est offerte à tout un chacun, et bien ma foi que chacun se prononce, voyez-vous. Mais qu'en est-il de l'alternance ici au Cameroun? L'accès au pouvoir au Cameroun est normé et décidé par la Constitution. Vous êtes candidat parce que vous obéissez, parce que vous répondez à toutes les dispositions qui figurent dans le code électoral de l'élection présidentielle. On ne parle ni de l'âge, ni de la durée. Et je pense que si d'aventure il fallait donc en parler, ça aurait été discriminatoire. Vous savez, en Afrique, l'âge, c'est la sagesse. La durée, c'est l'expérience. Nous partons du principe que le pouvoir n'est pas un centre d'apprentissage. Le pouvoir n'est pas un lieu de villégiature pour opportunistes qui viendraient donc parce que mus par la boulimie du pouvoir. Et c'est donc pour cette raison que dans notre code électoral, dans notre constitution, on ne parle ni de l'âge, ni de la durée au pouvoir. Alors, s'agissant du vote, il s'est relativement bien passé dans le pays, excepté dans cette zone du sud-ouest et du nord-ouest où sévit une crise anglophone. D'ailleurs, 3 hommes armés ont été tués à Bamenda alors qu'ils s'apprêtaient à perturber le vote. Quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé justement dans cette zone de votre pays? D'abord, je voudrais dire que l'élection s'est déroulée sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Aucune région, quelles que soient les difficultés par ailleurs que ces régions pourraient connaître, c'est le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement s'est organisé, des mesures idoines ont été prises pour que chaque candidat ait l'opportunité de parcourir l'ensemble du territoire, compris donc dans ces 2 régions. Les sécessionnistes nous livrent aujourd'hui une guerre asymétrique, c'est-à-dire on ne les voit pas, ils viennent armés, ils opèrent et puis disparaissent dans la foule. C'est donc pour cette raison que des mesures idoines ont été prises. J'annonce que le parti au pouvoir, par exemple le RDPC, est ce seul parti politique qui a fait la campagne dans les 2 régions, au nord-ouest et au sud-ouest. Alors évidemment, il fallait pas qu'on donne l'opportunité aux opposants du président Biya de dire que ces deux régions, dans ces 2 régions, les élections n'ont pas pu avoir lieu du simple fait donc de l'insurrection des sécessionnistes. C'est quand même une zone marginalisée puisqu'il y a une partie de la population qui a fui par crainte de violence. Vous en êtes où, vous, dans la gestion de cette crise? C'est réellement la voie armée qui est privilégiée aujourd'hui, pas le dialogue? Non, pas du tout. La présence de nos forces de défense et de sécurité est une disposition constitutionnelle qui fait donc au président de la République d'avoir nos forces de défense sur l'ensemble des 10 régions. Ce n'est pas parce que ces sécessionnistes-là ont pris en otage nos populations et les rançonnent que nous avons déployé nos forces de défense et de sécurité. Pas du tout. Quand bien même il y aurait une paix transparente, lisse et autre, les forces de défense et de sécurité, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, seraient quand même présentes. Vous posez la question de la voie de solution. Seul le dialogue, la concertation est privilégiée. Le président de la République, dont je suis... Y compris avec les séparatistes? Écoutez, le président de la République a une exigence constitutionnelle. La protection de l'intégrité territoriale relève de sa responsabilité. Comment voulez-vous que le président de la République organise une concertation, un dialogue avec des gens qui ont pour seul point inscrit à leur ordre du jour, faire éclater, amputer notre territoire? Je vous assure que le président a dit une chose. Monsieur le ministre, juste un mot aussi sur l'opposition qui est en colère, l'opposition aujourd'hui, puisque vraisemblablement on s'avance vers une victoire de votre président Paul Biya. Maurice Kamto, qui a tenu une conférence de presse aujourd'hui, il a profité d'un désistement. On ne comprend pas ce qui se passe puisque les bulletins de vote du candidat qui s'est désisté en sa faveur étaient encore présents dans les bureaux de vote. Disposition constitutionnelle, une fois de plus, madame, disposition du code électoral de l'élection présidentielle. Il s'est désisté, je crois, un jeudi ou vendredi.
alors que l'élection devait se tenir dimanche. Il a donc saisi le Conseil constitutionnel et l'ECAM, l'organe indépendant qui organise les élections, pour demander que son bulletin ne figure pas. On lui a répondu en lui disant aucune disposition dans le code électoral de l'élection présidentielle ne permet à l'ECAM ou au Conseil constitutionnel d'effectuer le retrait. C'est donc pour cette raison que vous l'avez constaté hier, les bulletins effectivement du candidat Mouna étaient très bien là et il a recueilli d'ailleurs quelques votes. Maintenant, vous avez parlé du candidat Kamto. Je voudrais simplement rappeler ce que j'ai dit au nom du gouvernement lors d'une conférence de presse que j'ai donnée. Il ne faudrait pas que le ministre Kamto, qui connaît la complexité de notre nation, soit de ceux-là qui veulent secouer la boîte de Pandore. Parce qu'une fois que les diables sortent de là, c'est simplement pour répandre le chaos. Alors il ne faudrait pas qu'il allume le feu qui risque de le dévorer lui-même. Nous sommes une nation en paix, nous vivons dans la concorde les uns et les autres. Merci Monsieur le Ministre pour avoir réagi en direct sur RT France. Merci beaucoup RT France, merci pour l'intérêt que vous avez pour notre pays à l'occasion de cette élection présidentielle. Chaque fois que vous en aurez l'opportunité et le besoin, vous serez toujours le bienvenu.